8 années ont passé depuis la nuit du 5 décembre 2017. Mais pour David Hallyday, le temps s'est figé, immobile, presque pétrifié. Alors que la France entière apprenait, sous le choc, la disparition du taulier, une figure qui dépassait le simple statut de chanteur, le fils aîné vivait une déflagration intime dont il mesure encore aujourd'hui les secousses. Le deuil national, ce torrent de larmes collectives, s'est heurté à un deuil personnel beaucoup plus silencieux, insidieux, profond, porté par un homme qui, depuis 8 ans, tente encore de donner un sens à ce qu'il a vécu. Ce qui frappe, en écoutant David raconter cette période, c'est la façon dont la douleur n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est transformée, déployée autrement, s'est faite plus lucide, plus aiguisée. Le temps, qui aurait dû apaiser, n'a fait qu'éclairer ce qui se cachait derrière les apparences, des non-dits, des blessures anciennes, et une solitude paternelle dont il n'avait pas mesuré l'ampleur avant de se replonger dans l'œuvre de Johnny. Lors du lancement de sa tournée monumentale Requiem pour un fou, c'est un nouveau David que le public a découvert. Non plus l'artiste discret, pudique, souvent en retrait, mais un homme transfiguré, presque incandescent, habité par une émotion qu'il ne cherche plus à étouffer. Sur scène, ses mots tremblent, sa voix se brise, ses yeux s'embrument. Rien de factice, tout est vrai, tout est tenu. La douleur contenue pendant des années semble remonter à la surface à la moindre note. Cette tournée, explique-t-il, n'est pas un hommage parmi d'autres. Elle est un exutoire, un acte nécessaire, vital même. Dans les interviews accompagnant la sortie de son autobiographie « Meilleur album », David confie avoir passé des centaines d'heures en studio, seul face aux bandes originales de son père. Il raconte avoir isolé la voix de Johnny, retiré les arrangements, ôté les couches sonores pour ne garder que le grain, la respiration, le souffle. C'est dans ce dépouillement absolu qu'il a entendu quelque chose qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Une fragilité, une fatigue morale, une solitude immense, une vérité intime, presque secrète, dissimulée entre 2 syllabes ou au détour d'une inflexion. Ce n'est pas la puissance vocale de Johnny qui l'a bouleversé, mais ce qu'il a perçu derrière. Dans les silences, dans les soupirs, dans les fins de phrases légèrement tremblantes, il a compris que son père vivait un isolement affectif bien plus violent que ce que le public aurait pu imaginer. Cette découverte tardive a agi comme un électrochoc. Elle a soudain donné une profondeur nouvelle aux événements de Marne-la-Coquette et aux zones d'ombre qui entourent les derniers jours du chanteur. Pour David, la douleur n'est plus seulement celle d'un fils ayant perdu son père. C'est celle d'un homme qui réalise, 8 ans trop tard, que la souffrance paternelle lui avait échappé. Que les signaux existaient, peut-être, mais qu'il n'avait pas su ou pas pu les voir. Ce choc intérieur est venu fissurer l'image mythifiée d'un Johnny invincible, toujours debout, toujours flamboyant. Derrière l'icône, David a découvert l'homme. Un homme fatigué, peut-être prisonnier de son propre mythe, de ses obligations et de la mécanique infernale qui entoure les stars de cette envergure. Cette prise de conscience, il la porte encore aujourd'hui comme un poids. Elle a réveillé les souvenirs, ravivé les doutes, rouvert les blessures. Elle a surtout révélé que ce deuil qu'on croyait apaisé ne faisait en réalité que commencer. En revisitant ses enregistrements bruts, David a trouvé une forme de vérité qu'il n'avait jamais entendue ailleurs. Une vérité qui éclaire désormais tout ce qui s'est passé depuis 8 ans. Une vérité qui, loin d'effacer la douleur, lui donne un sens nouveau. Un sens qu'il tente de partager aujourd'hui, sur scène, à travers une émotion plus transparente que jamais. Pour la France, Johnny est parti en 2017. Pour David, il est parti bien plus tard, le jour où il a enfin compris ce que son père lui disait entre les lignes. Pour saisir l'ampleur de la blessure qui habite encore David Hallyday aujourd'hui, il faut revenir à cette journée glaciale du 5 décembre 2017, une journée dont il se remémore chaque détail comme si le temps n'avait jamais avancé. À l'époque, la rumeur enfle. Johnny va mal, très mal, une course effrénée s'engage pour rejoindre Marne-la-Coquette, où le chanteur a été installé depuis plusieurs jours dans une maison transformée en véritable unité médicale privée. Pour la France, c'est une maison de repos. Pour David, ce sera le théâtre d'un adieu manqué. Lorsqu'il arrive sur place, il n'est pas accueilli par la chaleur d'un foyer familial en plein drame, mais par un protocole strict, presque clinique. Les portes s'ouvrent et se referment dans un silence inquiet. Les voix sont basses, les explications brèves. On lui dit que Johnny dort, que son état est fragile, qu'il vaut mieux attendre. On lui demande de patienter dans un salon au rez-de-chaussée. Il s'exécute. À ses côtés, Laura, sa sœur, traverse la même attente angoissée. Les minutes deviennent des heures, les heures deviennent une épreuve. David se souvient encore de cette sensation de n'être qu'à quelques mètres de la chambre où son père vit ses derniers instants, mais d'en être séparé par une distance infranchissable. Quelques marches, un couloir et surtout des consignes strictes. Avec le recul, il parle d'un sentiment d'irréalité, comme si l'on assistait à son propre destin depuis l'extérieur. Les phrases qu'on leur adresse, il dort,
il est fatigué, ce n'est pas le moment, sonnent d'abord comme des justifications médicales. Mais 8 ans plus tard, elles résonnent autrement. Elles ont le ton froid d'une exclusion. Elles ont la saveur amère d'un empêchement volontaire. Une barrière entre un père et ses enfants. À ce moment-là, ni David ni Laura n'osent aller contre les instructions. Ils respectent les règles, par pudeur, par crainte de perturber leur père, par loyauté aussi. Ce respect, pourtant, deviendra l'un des plus lourds regrets de la vie de David. Car lorsque la nuit tombe et que David quitte la maison, il ne sait pas encore que Johnny vit ses dernières heures. Il laisse une lettre destinée à être lue à son réveil. Une lettre qu'il a écrite dans un mélange de tendresse et d'urgence. Une lettre qui devait combler l'absence d'un dernier échange. Une lettre qui, il le sait aujourd'hui, n'a probablement jamais été lue à temps. Quelques heures plus tard, alors qu'il est encore sur la route, son téléphone sonne. Ce coup de fil, il en connaît encore chaque vibration, chaque seconde. La nouvelle tombe, sèche, irréversible. Johnny est parti. Il n'aura jamais pu entrer dans cette chambre, jamais pu dire un vrai au revoir, jamais pu croiser le dernier regard d'un père qui s'éteint. Avec les années, la douleur de cette scène ne s'est pas atténuée. Elle a muté, elle a pris une forme plus cruelle, celle du doute. Car David se pose depuis toujours la même question, celle qui l'empêche encore aujourd'hui de trouver la paix. Johnny savait-il que son fils l'attendait juste en bas ? Cette interrogation, à elle seule, suffit à faire vaciller un homme. Savait-il qu'ils étaient dès là à quelques mètres, retenus par des consignes qu'ils n'ont pas osé transgresser ? A-t-il demandé après eux ? A-t-il cru qu'ils n'étaient pas venus ? La possibilité que Johnny ait vécu ces derniers instants en pensant être seul déchire encore l'âme de David. Ce qui rend cette blessure si profonde, c'est l'impression qu'un moment sacré lui a été retiré. L'adieu à un père ne se recommence pas. Et celui qui l'aurait dû vivre a été englouti dans un silence étrange, presque organisé, que le fils ne s'explique toujours pas totalement. Marne-la-Coquette représente désormais pour lui un lieu ambigu, à la fois la maison du dernier souffle et le symbole d'un verrouillage qu'il n'a jamais compris. Cette dernière journée n'a pas seulement été un moment d'attente, elle aura été, comme il le dit lui-même, un adieu volé. Avec le temps, ce souvenir ne s'est pas apaisé. Il s'est chargé d'une lucidité nouvelle, cruelle, presque tranchante. David comprend aujourd'hui que cette attente dans le salon n'était pas fortuite, que les portes fermées n'étaient pas seulement des portes, que ce protocole n'était pas neutre. Et cette prise de conscience donne aujourd'hui à cet épisode une dimension tragique qu'il n'avait pas osé envisager. C'est ce sentiment d'injustice intime, d'exclusion au cœur même du sacré qui nourrit aujourd'hui la quête artistique de David. Marne-la-Coquette est devenue le point de rupture d'une relation père-fils longtemps chahutée, mais jamais reniée. Et c'est en revisitant ce moment, en l'analysant, en l'inscrivant dans la mémoire collective, que David tente aujourd'hui de reconstruire ce que cette ultime porte close a brisé. Lorsque David Hallyday se plonge en 2025 dans les archives sonores de son père pour préparer sa tournée, il ne s'attend pas à vivre une révélation bouleversante. Il pensait revisiter un héritage musical, réentendre une voix de légende, peut-être raviver quelques souvenirs familiaux. Mais il découvre bien plus. Dans les respirations, dans les silences, dans les tonalités brisées des enregistrements bruts, il entend quelque chose qu'il n'avait jamais perçu. La solitude immense dans laquelle Johnny Hallyday était enlisé durant les derniers mois de sa vie. Cette vérité ne lui éclate pas au visage immédiatement. Elle se dévoile progressivement, comme un message caché dans les interstices du son. En isolant la voix du taulier, débarrassé des orchestrations et de la puissance rock habituelle, David entend un homme fatigué, vulnérable, presque résigné. Une fragilité que la France n'avait jamais vue, que lui-même n'avait pas reconnue. « J'ai entendu la fatigue avant la note », confie-t-il aujourd'hui. Une fatigue qui n'était pas seulement physique. Dans ces heures d'écoute solitaire, David réalise que son père ne vivait pas seulement un combat contre la maladie. Il vivait un combat intérieur, bien plus silencieux, contre un isolement affectif devenu presque total. Malgré la présence permanente d'un entourage, d'une famille recomposée, de professionnels, de soignants, de caméras, Johnny semble avoir traversé ces dernières années comme un homme coupé du monde et surtout coupé de ses racines. Ce constat s'impose avec une brutalité croissante. David se remémore alors des détails auxquels il n'avait pas prêté attention. Les appels de son père devenaient plus courts, les échanges plus espacés, les visites plus compliquées à organiser, le tout enveloppé d'un discours rassurant, toujours le même « il va bien ». Il se repose, ce n'est pas le bon moment. Avec du recul, ces phrases prennent un autre sens. Elles évoquent moins la protection qu'un filtrage, moins la bienveillance qu'un contrôle. Au fil des années, l'accès à Johnny s'est transformé en parcours du combattant. Un mur invisible s'est construit entre le père et ses enfants aînés, mur que David, par respect ou par pudeur, n'a jamais tenté de briser. Cette prise de conscience le hante aujourd'hui. Il se reproche d'avoir été trop discret, trop poli, trop respectueux des règles imposées. Il aurait peut-être dû insister, exiger, bousculer les lignes.
forcer les portes qu'on ne lui ouvrait plus. Il ne l'a pas fait persuadé à l'époque de préserver l'équilibre précaire autour de Johnny. Mais aujourd'hui, David sait qu'il a perdu du temps. Un temps qu'il n'aura jamais plus. Dans les enregistrements, une douleur se fait entendre dans les silences. Johnny chante avec une intensité inhabituelle certaines phrases qui, désormais, résonnent comme des confessions indirectes, une nostalgie de la France, un regard sur le passé, une mélancolie profonde. La voix est la même, mais quelque chose a changé. C'est un homme qui semble se retourner vers ce qu'il a laissé derrière lui, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne parvenait plus à atteindre. « J'entendais un appel au secours que je n'avais jamais discerné, dit David. Un appel sans mots, un appel qui, 8 ans plus tard, le transperce. L'image publique de Johnny a aussi joué un rôle. L'idole, le guerrier, le rocker immortel. Comment percevoir la solitude derrière un tel déferlement de lumière? Comment voir le père quand tout le monde ne voit qu'une légende? Ce mythe, que Johnny a nourri toute sa vie, s'est peut-être retourné contre lui. L'homme derrière l'icône n'avait plus le droit d'être fragile. Ses faiblesses étaient masquées par l'attente du public, l'agenda, la pression, les obligations. Et lorsque la fatigue s'est installée, il était peut-être trop tard pour reconstruire les ponts avec ceux qu'il aimait. Pour David, la révélation est dévastatrice. Ce n'est pas seulement son père qu'il a perdu, mais une vérité qu'il n'avait jamais su entendre. La solitude de Johnny était là, mais il était aveugle. Cette prise de conscience éclaire également ce qui s'est passé à Marne-la-Coquette. Elle donne un sens nouveau à ces portes fermées, à cette attente interminable dans le salon du rez-de-chaussée, à cette scène qui restera pour toujours le plus grand regret de sa vie. L'isolement de Johnny n'a pas commencé ce jour-là. Il était déjà en place, installé, presque institutionnalisé. Ce 5 décembre 2017 n'en fut que la conclusion dramatique. Aujourd'hui, David écoute son père d'une manière nouvelle. Non plus comme un géant intouchable, mais comme un homme qui, derrière la puissance, cachait une immense vulnérabilité. Cette découverte change tout. Elle transforme la douleur en lucidité. Elle transforme le regret en compréhension. Elle transforme l'héritier artistique en gardien spirituel. Et c'est peut-être dans cette vérité tardive que David trouve enfin la force d'avancer. En comprenant que son père l'aimait, mais qu'il était trop seul pour le dire. Le lendemain des obsèques nationales, alors que les bouquets déposés sur la tombe de Johnny n'avaient pas encore perdu leur fraîcheur, un autre séisme frappe David Hallyday. Cette fois, ce n'est plus la mort qui bouleverse son existence, mais un document. Le testament californien. Le pays se réveille en découvrant la nouvelle à la une des journaux. Le mot est brutal, presque violent. Déshérité. Pour un fils qui venait de vivre un adieu volé, la blessure devient une plaie béante. Pendant que les médias s'emparent du dossier, scrutant chaque détail, chaque date, chaque ligne, David encaisse le choc en silence. Avec dignité. Il vient de perdre son père sans pouvoir lui dire adieu. Et voilà que l'histoire officielle du clan Hallyday semble vouloir l'effacer. Comme si son existence filiale n'avait plus d'importance. 2 coups successifs d'une rare cruauté émotionnelle. Très vite, l'affaire prend une tournure publique. Les plateaux télé s'enflamment, les commentateurs analysent, spéculent, décortiquent. La famille se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire et médiatique. L'opinion se divise. Chacun croit comprendre, interpréter, juger. Dans ce chaos, une question revient sans cesse. Comment le fils aîné du taulier, celui qui a partagé la scène, les studios et les souvenirs de jeunesse avec lui, a-t-il pu être ainsi évincé ? Face à cette exposition médiatique, David adopte un positionnement qui surprend tout le monde. Il choisit le silence. Un silence lourd, maîtrisé, presque héroïque. Pas de règlement de compte public. Pas de déclaration rageuse. Pas d'interview visant à humilier l'autre camp. Là où d'autres se seraient épanchés, lui se retire. Il observe, il encaisse, il réfléchit. Ce mutisme n'est pas une fuite. C'est un choix moral. De son propre aveu, entrer dans une guerre publique aurait détruit l'image de Johnny. Une image dont il se sent responsable. Il sait que le moindre mot, mal placé, pourrait abîmer la mémoire de son père. Alors il renonce, non pas à ses droits, mais à la bataille. Il refuse de transformer son deuil en spectacle. Et ce geste profondément contre-intuitif dans un monde médiatique toujours avide de scandales en dit long sur l'homme qu'il est devenu. L'autre choc, plus intime encore, survient avec la rupture progressive qui s'installe entre David et ses 2 demi-sœurs, Jade et Joy. Il avait été présent dans leur enfance, il les avait vus grandir, il se sentait investi du rôle de grand frère. Mais l'affaire du testament les sépare. Manipulées par les circonstances, par les adultes et par la pression médiatique, les 2 jeunes filles finissent par s'éloigner. Certaines de leurs déclarations publiques blessent profondément David. Pourtant, même dans ces moments douloureux, il ne prononce jamais un mot contre elles. Il protège ce lien, même brisé, comme s'il espérait encore pouvoir le réparer un jour. Puis vient le geste le plus spectaculaire de toute cette période. David décide de renoncer à l'héritage financier. Il laisse tout, les biens, les droits, les montants. Ce renoncement volontaire est un acte rare, presque inédit dans l'industrie du divertissement. En le faisant,
Il adresse un message clair. Il ne se bat pas pour l'argent, mais pour la vérité et l'honneur. Ce geste désarme immédiatement ceux qui tentèrent de le faire passer pour un fils cupide ou ingrat. Sa décision coupe court aux accusations. Elle redonne du sens à sa démarche. Elle montre aux Français que son combat n'était pas judiciaire mais moral. Ce renoncement devient un symbole. Pour beaucoup, c'est même ce geste qui fait basculer l'opinion publique en sa faveur. David, en renonçant à tout, récupère en réalité l'essentiel, la dignité. Il prouve qu'il n'a jamais voulu détruire la mémoire de Johnny, mais seulement protéger la part d'humanité qui leur appartenait à tous les deux. Sous la surface du scandale, il vit pourtant un cauchemar intérieur. Il doit apprendre à vivre avec l'idée que la bataille autour de l'héritage a fracturé sa famille de manière durable, que certaines blessures ne se refermeront peut-être jamais, que les liens avec Jade et Joy sont suspendus à des années de malentendus. Mais là encore, il choisit la voie la plus difficile, celle du pardon. Pas pour excuser les actes, mais pour ne pas laisser la haine guider sa vie. Pour ne pas laisser le poison du conflit détruire ce qu'il reste de la mémoire de son père. En se délestant volontairement du poids financier, en renonçant au procès, en refusant la vengeance, David s'est libéré. Il a transformé sa colère en énergie constructive, en créativité artistique, en résilience. C'est ce choix, presque spirituel, qui lui permet aujourd'hui de se tenir debout devant les Français. Non plus comme un héritier que l'on a voulu effacer, mais comme le seul gardien légitime de la flamme. 8 ans après les faits, cette dignité est devenue sa plus grande victoire. Ce n'est pas une victoire judiciaire ni une victoire matérielle, c'est une victoire humaine. Une victoire qui résonne dans chaque note qu'il chante, dans chaque scène où il rend hommage à son père, dans chaque silence qu'il a choisi pour ne pas trahir l'essentiel. 8 ans ont passé depuis la disparition de Johnny Hallyday, et pourtant, lorsqu'on assiste à la tournée Requiem pour un fou, on a l'étrange sensation que l'histoire n'a jamais été interrompue. Sur scène, David Hallyday ne se contente pas de chanter. Il incarne, il prolonge, il ressuscite même d'une certaine manière une part de son père. Là où d'autres auraient fait un simple hommage, lui construit une véritable passerelle entre le passé et le présent, entre la légende et l'homme, entre le père qu'il a perdu et celui qu'il continue de retrouver à travers la musique. Ce qui frappe d'emblée, c'est la transformation de David. Celui qui longtemps s'est effacé pour éviter les comparaisons ou les polémiques apparaît aujourd'hui sur scène avec une assurance nouvelle. Non pas l'assurance arrogante de celui qui s'autoproclame héritier, mais celle, humble et solide, d'un homme qui a enfin trouvé sa place. Sa façon de tenir le micro, ses regards vers le public, ses respirations avant les notes, tout renvoie à une filiation indiscutable mais jamais imitée. Il ne cherche pas à être Johnny, il cherche à être le fils authentique de Johnny. Le public, lui, n'a mis que quelques minutes à comprendre ce qui se jouait sous ses yeux. Beaucoup de fans de la première heure, habitués à la voix rugueuse du taulier, ont avoué avoir été bouleversés en découvrant David sous cette lumière nouvelle. Car lorsqu'il chante en duo virtuel avec son père, voix contre voix, souffle contre souffle, ce n'est pas un artifice technologique, c'est un dialogue. Une conversation interrompue en 2017 et qui retrouve enfin son espace. Les deux voix se croisent, se mêlent, se complètent. Le temps semble s'abolir. Ce moment suspendu représente bien plus qu'un effet de scène. Il est le signe visible d'une vérité intime. Johnny vit encore dans les veines de son fils. Pas seulement dans les gènes, mais dans l'âme, dans la respiration musicale, dans les choix artistiques. Cette continuité bouleversante, David la porte comme une mission, presque sacrée. Il ne l'a pas demandée, mais il l'accepte désormais pleinement. Car au-delà du spectacle, Requiem pour un fou est la réponse artistique aux années de douleur, de silence et de lutte intérieure. Une manière pour David de transformer l'injustice en lumière, les adieux manqués en retrouvailles symboliques, les blessures en transmission. La scène devient un sanctuaire où les cicatrices s'éclairent au lieu de s'assombrir. Il suffit d'observer les réactions des spectateurs pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. Les larmes coulent, les souvenirs affleurent, les chansons d'hier prennent un sens nouveau. Beaucoup témoignent de la sensation d'assister à quelque chose de rare. Non pas la reproduction d'un mythe, mais sa métamorphose. Johnny ne revient pas sous forme d'icône figée, mais sous forme d'énergie, de souffle de vibration transmise d'un père à son fils. C'est là que réside la véritable victoire de David. Pas dans un héritage matériel, pas dans un combat judiciaire, pas dans une revanche publique. Sa victoire est spirituelle. Il est devenu le seul à pouvoir tenir cette place. Le gardien du temple, celui qui entretient la flamme au lieu de surveiller les cendres. Ce rôle, le public lui reconnaît aujourd'hui sans hésitation. Là où les portes de Marne-la-Coquette se sont fermées, celles des salles de concert s'ouvrent. Là où on a voulu l'éloigner, les Français le ramènent au centre. Car la musique, contrairement aux maisons, au testament ou au conflit, ne ment jamais. Et dans cet espace sacré, Johnny avait laissé à son fils un héritage que personne ne pourra lui retirer. Leur album Sang%. En revisitant ces morceaux, David comprend que ce disque était bien plus qu'un projet commun. C'était un message codé,
un témoignage éternel, une façon pour Johnny de dire ce qu'il ne parvenait pas à exprimer autrement. Aujourd'hui, chaque fois que David interprète ses titres, il prolonge ce message. Il l'amplifie, il le protège, il redonne à Johnny ce qu'on lui avait arraché. Une famille unie par l'art, si ce n'est par la vie. 8 ans après, les larmes de David ne sont plus celles d'un fils brisé, mais celles d'un homme accompli. Il a compris que les épreuves, la solitude paternelle, les blessures de Marne la coquette et même la guerre de succession n'étaient pas là pour le détruire, mais pour le transformer, pour faire de lui celui qu'il est aujourd'hui. Un artiste complet, un héritier légitime, un témoin de l'histoire. La boucle est désormais bouclée. L'enfant qui jouait de la batterie derrière son père dans les années 1970 est devenu celui qui porte son souffle dans chaque note. Le roi est parti, oui, mais grâce à David, le royaume musical ne s'est jamais effondré. La flamme brûle encore, peut-être même plus fort qu'avant, éclairée par la force d'un amour que la mort elle-même n'a pas pu éteindre. Johnny peut reposer en paix. Son histoire continue de vivre, soir après soir, dans la voix de celui qui l'a aimé, avec une pureté que rien n'a pu altérer.